Soyez les bienvenus dans les Nouveaux Mondes. Aujourd'hui, nous sommes à l'île de la Réunion, à plus de 2500 mètres d'altitude. C'est à quelques kilomètres de cet endroit presque lunaire que le volcan du Piton de la Fournaise s'est réveillé il y a plusieurs semaines. Depuis la nuit des temps, le volcan fascine autant qu'il fait peur. Ce n'est pas pour rien que les anciens l'appelaient le chaudron du diable. Mais aujourd'hui, avec la complicité de Jacques Durieux, volcanologue, qui m'attend là-bas, près de l'hélicoptère, nous allons découvrir ensemble qu'à travers ce phénomène naturel impressionnant, c'est en fait la Terre qui nous raconte son histoire. Bonjour Jacques. Bonjour Olivier. Alors il paraît que cela fait plusieurs semaines maintenant que toute l'île de la Réunion vit à l'heure du Piton de la Fournaise. Absolument. Le volcan est toujours en pleine activité aujourd'hui. C'est pas la première éruption, c'est pas la dernière non plus, espérons-le. Mais dans un premier temps, je vous propose de découvrir l'histoire de toute cette île depuis le sommet du Piton des Neiges. Parfait. L'hélicoptère nous attend, allons-y. Nous dominons tout. Nous sommes au sommet du Piton des Neiges à 3300 mètres d'altitude. Alors en fait, Jacques, c'est ce volcan qui est à l'origine de l'île de la Réunion. Tout à fait. C'est le premier grand volcan qui s'est construit à l'île de la Réunion. Il s'est rehaussé jusqu'ici. Oui. Il s'est à la fin de sa vie effondré. Il s'est effondré, entaillé par des grands cirques comme ceux qui nous entourent, Ah d'accord. où on trouve les témoins de ces éruptions du passé. La dernière fois qu'il a été en activité ici? Ici, au sommet, les dernières traces d'activité remontent à 20 000 ans et ont laissé plein de traces autour de nous. Bon, par exemple, là, il y a des très très belles bombes qui montrent cette activité explosive. Ça c'est une bombe volcanique. C'est une bombe volcanique, c'est un lambeau de lave visqueuse qui a été projeté dans l'air par Regardez, pas d'explosion. On voit bien le mouvement de la lave qui a été vraiment Tout à fait. pétrifié. Il y a un arrachage de la matière lors du trajet aérien. C'est ce qu'on appelle une bombe en fuseau parce qu'elle est allongée. Mais alors c'est très bizarre, c'est tout lisse et c'est de la lave quand même. C'est de la lave, c'est un fragment en fusion projeté, mais tout à fait opposé et d'une composition tout à fait différente à celle qu'on va trouver sur le Piton de la Fournaise. C'est une grosse bombe, je suppose, ça c'est déjà. une toute petite bombinette. Attendez, mais c'est déjà très lourd. Oui, mais de l'autre côté du sommet, il y en a qui font plusieurs mètres de diamètre. Ah, d'accord. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est le Piton de neige aujourd'hui est éteint, le Piton de la Fournaise est en activité. Comment tout ça s'est créé? Quelle est l'origine de tout? C'est le processus d'une longue histoire, mais je vais essayer de vous l'expliquer. L'île de la Réunion est située à la verticale d'un point chaud. Un point chaud, c'est une remontée de magma qui vient de très profond du manteau terrestre, qui remonte vers la surface, vers les plaques qui forment le plancher d'océan ou les continents. Et ce point chaud, tel un chalumeau, va percer la plaque. Oui. Et va donc, à sa verticale, construire un volcan. Mais la plaque bouge. Et la plaque défilant au-dessus du point chaud, il va y avoir construction d'édifices volcaniques successifs. Ici, on a l'île Maurice. Oui. Mettons l'île de la Réunion d'aujourd'hui. Le Piton des Neiges apparaît au fond de l'océan il y a exactement 20 millions d'années. Il grossit, jusqu'à arriver ici. Oui.
Il termine sa vie ici, il y a 20 000 ans. Plus à l'est, un deuxième volcan se construit, le Piton de la Fournaise. L'activité du Piton de la Fournaise commence il y a 350 000 ans. L'activité s'est déplacée du Piton des Neiges au Piton de la Fournaise. Qu'est-ce qui s'est passé? La plaque a bougé au-dessus du point chaud. Donc l'origine de l'île Maurice, de l'île de la Réunion et des îles futures sera toujours le même, c'est toujours ce même point chaud. Le même point chaud construit une chaîne de volcans. Le dernier volcan de la chaîne, à la verticale du point chaud, est le volcan actif. Eh bien justement, si nous allions sur ce volcan actif, tout à fait. Nous allons là, pour nous rendre compte de comment se passe exactement une activité volcanique aujourd'hui. Allons-y. Maintenant, le moment tant attendu, Olivier. Oui, on voit bien. Voilà, le volcan en éruption. Vous voyez ce lac de lave qui est brassé à l'intérieur du cratère actif. Et de ce lac de lave descendent des coulées. Toutes ces coulées de lave ont couvert toute l'étendue que vous avez devant vous. C'est superbe. C'est une très belle éruption. Regardez le beau lac de lave. Véritable marmite, hein. C'est la marmite du diable. Et bien après une belle promenade par les airs, nous voici donc maintenant face au Piton de la Fournaise. Ce grand Piton de la Fournaise, qui est aujourd'hui en éruption. Alors cette éruption justement, est-ce que vous avez pu la prévoir? Oui, elle était prévue. Elle était aussi attendue depuis longtemps. Depuis 5 ans et demi, nous n'avions plus d'activité, alors que d'habitude, on en avait une à peu près tous les ans. Et puis, des signes se sont présentés peu de temps avant l'éruption. Le réseau a bien fonctionné. On a prévu le début de l'éruption et l'équipe de l'observatoire était d'ailleurs sur place à la naissance du volcan. Quand vous parlez de réseau, vous voulez dire quoi? Eh bien, tous les flancs du Piton de la Fournaise sont parsemés d'une série de bases automatiques qui font différentes mesures, qui auscultent le volcan à temps plein, jour et nuit, toute l'année. Et si vous voulez, Olivier, je vous propose, on va aller sur le réseau, on va aller voir comment ça fonctionne. Avec plaisir. On se retrouve donc dans un petit instant afin de mieux se rendre compte du travail des volcanologues tout au long de l'année. L'État du Montana aux États-Unis. Des montagnes immenses et enneigées. Dans ces décors grandioses se déroulent des catastrophes trop souvent imprévisibles, les avalanches. Carl Birkeland, du parc national Gallatin, est spécialiste des avalanches. Son travail quasi quotidien en période hivernale, ausculter les pentes enneigées, pour mieux comprendre et prévoir les phénomènes d'avalanche. De la même façon que vous ne verrez jamais deux flocons absolument identiques, il n'y a jamais deux tempêtes identiques. Il y a des tempêtes qui sont relativement chaudes et qui déposent sur le sol une neige compacte, et des tempêtes plus froides avec une neige plus molle. Les jours de vent, il y a accumulation de la neige par endroits avec formation d'une couche plus dense. En bref, nous n'avons qu'une seule chose à faire, voir sur le terrain ces différentes couches. Il faut donc creuser sur toute l'épaisseur du tapis neigeux pour faire apparaître ces couches. La coupe permet à Carl et à son collègue Ron Johnson de retracer l'historique des dernières chutes de neige. Ça, c'est la couche qui est tombée hier, quand il y avait du vent. Ici, la neige est plus molle.
C'est celle qui est tombée le week-end dernier. Regarde ça. C'est la couche épaisse déposée quand il y avait beaucoup de vent, il y a 10 ou 15 jours. Les couches ici sont bien différentes. La neige tombée les jours de vent et de froid apparaît bien compacte. Celle tombée lors de journées plus douces est plus légère et apparaît plus transparente. En bas, la neige est la plus dense. En haut, elle l'est moins. La lumière passe à travers. Les cristaux de neige qui forment les flocons sont tous différents. On en a répertorié plusieurs milliers. Lors de chutes de neige, les cristaux s'encastrent pour former des flocons plus ou moins gros, plus ou moins denses, en fonction de la température et de la pression atmosphérique. Des flocons qui vont à leur tour s'encastrer les uns dans les autres pour former une couche de neige sur le sol. Au cours du temps, plusieurs couches de densité différentes vont donc se superposer, créant de véritables plaques qui souvent adhèrent mal entre elles. C'est la base du mécanisme des avalanches. Sous l'action de la gravité, une ou plusieurs plaques vont finir par se détacher. Une couche glissante sur le dessus. Celle-là est molle. Ça va être rock'n'roll. Cette couche va grossir et finir par glisser. Regarde ça. Bien souvent, l'élément déclencheur des avalanches est d'origine humaine, provoqué par les skieurs hors piste ou les skieurs de l'extrême, dont la passion leur fait parfois oublier le terrible danger, transformant de simples couches de neige en catastrophes naturelles. Mais les skieurs ne sont pas les seules victimes. Les avalanches peuvent parfois ensevelir en quelques secondes des habitations et provoquer de véritables désastres. Comme en 1972 à Juneau en Alaska. Autre déclencheur d'avalanche, les motoneiges. La puissance et la maniabilité de ces engins incitent à une pratique dans des endroits reculés et donc potentiellement à haut risque. Carl Birkeland, accompagné d'un garde forestier, se rend sur les lieux d'un accident. Son objectif, reconstituer le scénario de l'avalanche. Car pour progresser dans la prévision de ces catastrophes, il faut en analyser le plus grand nombre. Ok, ça semble être l'endroit le plus raide. Prends la mesure d'inclinaison de la pente. Cette pente est classique. Je veux dire que c'est une petite pente, mais qui, malgré les apparences, met les gens en danger. Ça fait 35 degrés. 35 degrés? Tu vois, c'est la parfaite inclinaison où suffisamment de neige peut se déposer. Quelques dizaines de mètres plus haut, Carl arrive au lieu même du déclenchement de l'avalanche. Tu vois cette première couche? Et là, il y a aussi une couche de faible densité. Carl prélève dans la couche la moins dense un échantillon de neige. Observé à l'aide d'un microscope spécial, les flocons apparaissent bien larges et bien aérés. La signature d'une couche peu dense est dangereuse lorsqu'elle est recouverte comme ici d'une plaque beaucoup plus compacte. Mais en découpant en profondeur la neige gelée, Carl découvre qu'il n'y a pas qu'une seule couche de faible densité mais plusieurs. Sous le poids de la motoneige, l'avalanche était inévitable. That's good, huh, Jonathan? All right, ready? Okay, ready? Chaque matin, dans le domaine skiable de cette chaîne montagneuse, des groupes de pisteurs et de guides déclenchent volontairement les avalanches avant l'ouverture des pistes. Locked and loaded! Ready to fire? Fire!
Première méthode utilisée, un canon qui projette à plus d'1,5 km 500 kg d'explosifs. Autre méthode, lorsque la zone à risque est hors de portée, descendre à l'aide d'un treuil 10 kg d'explosifs à quelques mètres au-dessus du sol. C'est à cette distance que l'onde de choc maximale suffit à déclencher l'avalanche. Si Carl Birkeland ausculte les pentes enneigées avant et après les avalanches, d'autres scientifiques vont cette année pour la première fois observer une avalanche de l'intérieur. Au début de l'hiver, cette équipe de l'Université du Montana est venue installer une petite station de terrain. L'objectif de ces hommes, déclencher une avalanche sur eux-mêmes, dans cet abri équipé de divers appareillages pour y observer la dynamique cachée du phénomène. Un de ces appareils va permettre de mesurer la vitesse d'écoulement de la neige à différentes profondeurs. Un autre, de relever la température à l'intérieur de la coulée. Autant d'éléments qui permettront aux scientifiques d'observer la transformation de la neige de l'état de simple couche immobile en un régime torrentiel. Quelques mois plus tard, l'équipe retourne sur le site en pleine tempête. L'accès est devenu difficile et dangereux. Les scientifiques doivent progresser un à un dans les passages les plus périlleux. Et dans ce brouillard épais, il n'est pas facile de retrouver l'installation, en partie ensevelie sous la neige. Dès leur arrivée, les chercheurs déblaient et prennent des mesures de profondeur et de densité comme référence avant l'avalanche. Ce que nous voulons connaître, c'est comment la dynamique s'enclenche à la base même de l'avalanche. Parce que si nous savons ce qui se passe au tout début de l'avalanche, nous sommes capables de savoir ensuite comment elle va évoluer. Hey Chris, what did you get for densities? We went from about 130 at the top, ranging down to about 280. Sounds good. Tout est prêt, la charge explosive est mise en place. L'expérience semble avoir réussi. L'avalanche, détectée à une vitesse de 80 km/h au niveau de l'installation, n'aura duré que quelques secondes, ensevelissant totalement 2 des scientifiques dans leur abri. Mais les appareils ont récolté des données inédites. Toutes ces mesures, combinées avec les lois qui gouvernent les écoulements, permettront pour la première fois de modéliser sur ordinateur ces phénomènes destructeurs. Un outil précieux pour l'élaboration future de constructions capables de supporter les avalanches. Pour suivre l'évolution des couches de neige au cours du temps, Carl va tous les jours sur des pentes pour y collecter encore et encore des informations. Une des choses essentielles que nous avons à faire, c'est de venir sur ces pentes, prendre des dizaines de mesures par jour et enregistrer tout ce qui se passe en un jour donné sur les différents versants. Personne n'a fait ce genre de travail jusqu'à présent. Pour dresser cette carte des pentes à risque, Carl fait des tests de stabilité qui permettent de trouver la couche la moins dense. Puis, à l'aide d'un poids coulissant, il détermine la force qu'il faut pour briser toute la plaque. Toutes ces mesures ainsi que des relevés de pente sont précisément notées tout au long de la journée. Elles sont ensuite enregistrées sur ordinateur pour compléter les données acquises sur l'ensemble de la saison. Confrontées aux cartes météo, toutes ces données permettent finalement aux scientifiques de dresser une carte en 3 dimensions des zones à risque de la chaîne montagneuse. Les points blancs représentent les lieux où il y a une forte probabilité de rupture de plaque. Les zones en rouge indiquent les endroits que les avalanches ont de fortes chances de recouvrir.
Mais cette carte n'est pour le moment qu'un aperçu de ce qu'envisage de réaliser Carl Birkeland. Les conditions climatiques étant en constant changement, l'objectif final est de dresser à terme des cartes mises à jour régulièrement, pour que les personnes amenées à évoluer dans ces zones mesurent très concrètement le danger qu'elles encourent. Car des centaines de personnes périssent chaque année sous des avalanches. La cartographie réalisée par Carl Birkeland ainsi que le travail des scientifiques du Montana sont autant d'éléments essentiels qui conduiront dans un futur proche à une meilleure prévision de ces catastrophes naturelles. Nous sommes de retour sur le piton de la Fournaise à l'île de la Réunion avec le volcanologue Jacques Durieux et nous allons maintenant nous rendre compte sur le terrain des différentes manières dont procèdent les scientifiques pour mesurer et observer les volcans. C'est bien ça? Tout à fait, parce qu'en fait, l'éruption, qui est un moment certes intense et spectaculaire, n'est pas vraiment le quotidien du volcanologue. Il y a une routine, il y a une surveillance continue qui est faite par différentes équipes. Et ici, nous sommes sur une des stations qui couvre le piton de la Fournaise. D'accord. Voilà, Olivier, je vous présente Jean-Louis. Bonjour Olivier. Philippe. Bonjour. Jean-Louis Cheminet est le directeur des observatoires volcanologiques français. Ici justement, il paraît que c'est un des volcans les plus surveillés de la Terre. Est-ce que c'est vrai? Oui, certainement, oui. L'observatoire est probablement un des mieux équipés au monde. Ça a commencé en 1980, après l'éruption de 77 qui avait détruit à moitié Piton Sainte-Rose. Ça a accéléré le mouvement et la construction de l'observatoire. Vous étiez en train de travailler sur cet instrument. Il sert à quoi exactement? Oui, en fait, c'est un des systèmes de positionnement par satellite qui nous permet de définir très précisément, à millimètre près, les mouvements du volcan. Et la dernière éruption, on a eu 42 cm de basculement vers la mer. Ça paraît impressionnant, on a 42 cm. C'est impressionnant. Une masse de lave comme celle-là. Tout à fait. Oui. Ceci est donc un type de mesure. Il y en a d'autres, je suppose, qui sont faits autour de ce volcan. Oui, là, il y a une demi-douzaine de familles de mesures avec beaucoup de stations. Et si vous voulez bien, on va montrer tout de suite une station sismique. Parfait. Hein? Parfait. On y va? Oui, je suis. Ah ben on dirait un pot de lait. Voilà, ça c'est un sismomètre alors. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il y en a même de plus petits aujourd'hui. Oui. Alors, lors d'une montée de magma, par exemple, quand le magma se fraye un chemin vers la surface, il y a des ruptures de roches et ça crée des tremblements de terre, des vibrations, et les vibrations sont enregistrées avec cet appareil. De la plus petite à la plus grosse vibration, tout passe par cet appareil, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe, oui. Même s'il y a des promeneurs qui passent à côté, à 2-3 mètres, on les voit. Donc là, si je fais comme ça par exemple, à l'observatoire, ils vont se demander ce qui se passe. On leur expliquera rapidement qu'il ne s'agit pas d'un nouveau tremblement de terre. Donc ça, c'était le deuxième type d'instrument que vous placez sur un volcan. Oui, la sismologie. Et vous avez d'autres analyses à faire encore? Ah oui, on a d'autres familles de mesures. Oui. Et je vous propose qu'on aille voir tout de suite un inclinomètre. Parfait. Hein, pour les déformations. Et voici que nous découvrons l'inclinomètre. Oula, mais c'est tout petit. Ça a l'air très fragile. C'est un appareil très très fragile, il y a des fils de quartz dedans, c'est très très précis. Alors lors d'une intrusion de magma sous le volcan, les pentes du volcan vont bouger. Le volcan va gonfler, les pentes bougent et avec cet appareil ici, on peut mesurer aujourd'hui 1/10 de millimètre sur une base d'1 kilomètre. Ah oui, donc c'est d'une sensibilité extrême. Oui. Et lors de la dernière éruption, quelles ont été les observations que vous avez pu faire? Alors ici sur le site, la pente du volcan a bougé dans cette direction et 20 cm sur 1 km. Ah, donc là où nous sommes, la pente a bougé. Voilà. Ouais.
Bon, donc on va aller voir une station de radon, on va essayer de sortir les données. Oui. Hein, et puis ça fait... Les collectes de données se font régulièrement ou pas? Certaines se font régulièrement, les autres sont télétransmises. Disons qu'il y a une demi-douzaine de familles de capteurs pour une bonne soixantaine de capteurs sur le terrain même. Donc ça c'est le radon. Voilà. Ça c'est donc un appareil de mesure scientifique. C'est un peu surpris quand même, hein, c'est un tas de cailloux pour moi. Oui, mais sous ce tas de cailloux, il y a un appareil très sophistiqué, un détecteur de radon. Pouvez-vous nous rappeler exactement ce qu'est le radon, Thomas? Le radon, c'est un gaz rare qui est entraîné par d'autres gaz lors d'une éruption et arrive à la surface, en principe, en grande quantité. D'accord. Donc suivant le pourcentage de ce gaz s'échappant, on peut éventuellement déterminer si on est proche d'une éruption ou pas. Exactement. Et ça, c'est le petit appareil. Il est blindé. C'est pas plus grand que ça. D'accord. Et il enregistre les informations régulièrement, toutes les heures, toutes les minutes? Toutes les minutes, il y a une mesure de fait. Et qui est stocké sur un ordinateur à l'intérieur. Dans la petite boîte derrière, là. Et donc vous collectez ça régulièrement? On vient chercher les données une fois par mois à peu près. Ouais. On a une petite boîte ici, on branche un micro-ordinateur dessus et on lit les données qui sont stockées sur l'appareil. En fait, ces données concernant le radon et toutes les autres mesures que nous avons détaillées ensemble, Jean-Louis, convergent vers où? Alors tout ça est envoyé par radio, sauf quelques stations où on collecte les données sur place, mais tout est envoyé par radio à un observatoire qui est situé à Plaine des Cafres. On va y aller. Thomas, vous nous rejoignez? Oui, à tout de suite. À tout de suite, ok. C'est quand vous avez cogné avec vos doigts sur le sismo. Alors maintenant, je vais vous montrer l'activité actuelle. Tout ça, ces traces sont des tremblements de terre qui sont enregistrés. Ça s'énerve de plus en plus, comme vous pouvez voir. Olivier, voilà l'inclinomètre. Alors Thomas, avec Jean-Louis, on s'est rendu compte qu'ici à l'Observatoire, toutes les données récoltées sur le terrain convergeaient pour, je suppose bien entendu, mieux connaître encore le volcan. Mais qu'est-ce que ça peut vous apporter d'autre en fait? Ici, c'est d'abord la population qui doit être prévenue des éruptions dans l'enclos, hors enclos. Et on essaye de faire ça le plus tôt possible. Aujourd'hui, vous pouvez prévoir tout cela à combien de jours à l'avance, dans l'état des connaissances actuelles? On sait quand est-ce que le volcan commence à se réveiller. On sait ça, on peut voir ça des semaines avant. Ah oui. Pour cette éruption, on a vu par exemple 48 heures avant l'éruption que le volcan que la situation était sérieuse. Et 10 heures avant l'éruption, on a prévenu la préfecture d'une imminence d'une éruption. Par rapport à la prévention dont vous parliez, Thomas, on s'est rendu compte que l'utilisation du satellite était quelque chose d'important pour les volcanologues aujourd'hui, mais sachez que d'autres scientifiques utilisent également ce que l'on pourrait appeler les yeux de la Terre pour d'autres domaines, comme par exemple l'observation des océans ou encore de la tectonique des plaques. C'est ce que nous découvrons maintenant. Depuis la nuit des temps, l'homme a vu dans la nature une mer nourricière invulnérable et aux ressources inépuisables. Aujourd'hui, il modifie profondément son environnement sans maîtriser les conséquences de ses actes. Sur une planète qui apparaît de plus en plus petite et fragile, les activités humaines sont probablement à l'origine de perturbations climatiques aux conséquences désastreuses. Réchauffement, inondations, sécheresse, tornades, des phénomènes qu'il faut aujourd'hui à tout prix observer à l'échelle mondiale, pour pouvoir peut-être un jour comprendre tous les mécanismes et tous les rouages de cette véritable machine vivante, la Terre. Pour la surveiller dans sa globalité, mais aussi dans ses moindres détails, des outils d'envergure, les satellites. Toute une panoplie ausculte notre planète en permanence. Renvoyant des informations par millions, il nous révèle les 1001 facettes de cet univers qui est pourtant le nôtre.
Des images étranges qui nous font découvrir par exemple la vitesse et la direction des vents, la profondeur, la température et les mouvements des masses d'eau océaniques, et même les mouvements des volcans. Reposant sur des radars de plus en plus perfectionnés, les satellites d'observation de la Terre sont d'une génération toute récente. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... En 1991, depuis la base de lancement de Kourou, en Guyane, l'Agence spatiale européenne a envoyé dans l'espace ERS-1, le premier satellite radar d'observation, rejoint en 1995 par ERS-2. Passionné par le fonctionnement de notre planète, Guy Duchossois est responsable au sein de l'Agence spatiale des missions d'observation de la Terre. L'équipement de ces satellites est particulièrement intéressant. Il est constitué essentiellement de radars. Et ces radars ont une spécificité très intéressante qui aide de pouvoir observer la surface de la Terre et des océans par toutes les conditions de temps et même de nuit. En orbite polaire, à 800 km de notre planète, ERS-1 et ERS-2 effectuent le tour du globe en 100 minutes, soit 14 fois en 24 heures. Les millions de données recueillies par les instruments de mesure et les radars sont numérisées et envoyées vers la Terre à raison de 105 mégabits par seconde, l'équivalent de 6000 pages de texte. Alors pourquoi est-ce que les satellites d'observation de la Terre sont si importants? C'est tout d'abord qu'ils permettent d'effectuer des mesures en permanence, d'une manière globale, répétitive et continue sur toutes les parties de la Terre, sur tous les éléments essentiels qui composent le système Terre, qui est un système très complexe et en même temps très fragile. Il comprend naturellement les océans, l'atmosphère, les calottes polaires, les zones tropicales, les terres émergées. Et tous ces éléments interagissent ensemble d'une manière très complexe et les données des satellites deviennent indispensables maintenant aux scientifiques pour mieux comprendre comment notre planète réagit aux perturbations naturelles, telles que celles fournies par exemple par les éruptions volcaniques qui dégagent dans l'atmosphère une quantité énorme de particules, mais aussi aux perturbations créées par l'homme à travers les activités industrielles ou même la pollution urbaine par les voitures, ainsi de suite. La planète Terre, c'est 70% d'eau. Les océans jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de notre planète. Les radars de ERS mesurent la vitesse et la direction des vents, le sens des courants, la température de l'eau en surface et la profondeur des océans. Rien n'échappe aux satellites. En mesurant avec précision le niveau de la mer, il a révélé qu'elle n'est pas aussi lisse qu'on imagine. D'étranges creux et bosses dessinent un relief vallonné à la surface des océans. Il s'explique par des différences de densité de la croûte terrestre liées au relief sous-marin. Cette image déformée de la Terre est la traduction exagérée des déformations des océans. À droite de l'écran, le creux en bleu correspond à une dépression bien réelle d'une centaine de mètres dans l'océan Indien. Le pic juste en dessous correspond à une bosse de 80 mètres située autour de l'Australie. En mesurant exactement le profil de la surface, ces satellites peuvent donc reconstituer avec précision le relief sous-marin. Voici reconstitué en 3 dimensions le détroit de Gibraltar et le fond particulièrement tourmenté de cette partie de la Méditerranée. Les satellites identifient les différences de température des masses d'eau, froide en bleu, tiède en vert, chaude en rouge. Les océans palpitent au rythme des saisons. Depuis une quinzaine d'années, un phénomène climatique aux conséquences désastreuses, El Niño, est observé dans le Pacifique. En temps normal, les masses d'eau chaude poussées par des vents d'est en ouest se dirigent vers l'Indonésie et l'océan Indien, apportant des pluies abondantes. Le continent américain étant lui baigné par des eaux froides ou tempérées. El Niño se caractérise par l'absence de ces vents. Il en résulte une accumulation d'eau chaude le long du continent américain qui fait fuir les bancs de poissons au large au désespoir des pêcheurs. En 1997, le phénomène a atteint une ampleur inédite en Asie du Sud-Est en réduisant ou en supprimant les pluies de mousson, avec pour conséquence une terrible sécheresse et de gigantesques incendies.
L'observation par satellite sur plusieurs années a permis de modéliser le déroulement d'El Niño et même de prévoir son apparition plusieurs mois à l'avance. L'enjeu désormais est de parvenir à calculer son ampleur pour mieux s'y préparer. ERS révèle sous la forme d'une langue rouge vif l'ampleur du phénomène en 1997. La prévision pour août 98, établie plusieurs mois à l'avance, montre une situation normale sans manifestation d'El Niño. C'est en observant la Terre sans interruption depuis plus de 15 ans que les satellites ont pu recueillir suffisamment de données pour modéliser les courants océaniques et prévoir leurs modifications éventuelles. À 800 km de la Terre, le satellite effectue des passages répétés au-dessus d'un même point en décalant légèrement son orbite. La superposition des images fournit une vue en relief du point observé et un suivi de son évolution dans le temps. Les radars, grâce à une technique très puissante qu'on appelle l'interférométrie, permettent de détecter des mouvements centimétriques du sol. Ceci est aussi utilisé en glaciologie pour suivre avec précision le mouvement des glaciers et des calottes polaires qui sont en sorte des indicateurs de l'évolution du climat et du réchauffement de la Terre. À partir des mesures relevées par interférométrie, on a pu également suivre sur une période d'1 an les variations de taille de la calotte de glace du pôle Nord. Les satellites sont aussi capables de déceler des phénomènes exceptionnels, comme les tremblements de terre ou bien l'éruption des volcans. Voici reconstitués les mouvements du cratère de l'Etna, observés sur une période d'1 an. Alors qu'est-ce que montre cette image? Elle montre essentiellement les déformations du volcan qui ont précédé et succédé à l'éruption. Nous avons ici approximativement 12 mois d'observation et on peut donc voir la pulsation du cône du volcan. Chacune des franges de couleurs différentes représente des mouvements de l'ordre de 2,8 cm. On peut compter environ 5 franges, ce qui veut donc dire qu'au total, la déformation du cône de l'Etna était de l'ordre de 10 à 14 cm. Les informations fournies par le satellite confirment les relevés effectués sur le terrain. Pour d'autres sites plus difficiles d'accès ou encore peu ou pas observés, le satellite est un irremplaçable outil de prévision pour les volcanologues. Réchauffement de la planète oblige, l'étude de la composition de l'atmosphère est le dernier défi relevé par les satellites. Le satellite ERS-2, en plus des radars qui existent sur ERS-1, embarque un instrument nouveau qui s'appelle GOM, qui est un instrument destiné à mesurer avec précision la composition chimique de l'atmosphère. GOM est un instrument qui utilise une technique nouvelle de mesure qui permet des observations plus fines et plus précises et plus complètes que celles fournies par les instruments précédents. Ces informations sont essentielles pour les scientifiques, donc pour mieux comprendre les processus chimiques qui se produisent dans l'atmosphère et en particulier pour mieux comprendre les problèmes qui conduisent à la destruction de l'ozone stratosphérique. Cette animation de l'Antarctique permet de suivre l'évolution du trou d'ozone en bleu sur une période de 3 mois. Cette modélisation est destinée à prévoir l'importance de ce phénomène saisonnier. À plus long terme, les spécialistes espèrent pouvoir suivre en continu les concentrations de polluants. Car le satellite GOM permet aussi de mesurer à l'échelle planétaire les concentrations de gaz carbonique sur une période très longue. La localisation des zones d'émission en vert et jaune sur le globe et l'évolution des concentrations se lisent instantanément. L'enjeu est de prévoir à long terme l'évolution et les conséquences du processus de réchauffement de la planète. Cette animation préfigure ce que pourrait être le réchauffement de la planète au cours du siècle prochain. Le globe de gauche montre dans l'hypothèse où rien n'est fait pour réduire la pollution, une planète subissant une augmentation catastrophique de quelques 5 degrés. Le globe de droite propose un scénario moins pessimiste. Si des mesures sont prises, le réchauffement sera alors moins important. L'enjeu désormais est d'observer et de surveiller avec toujours plus de précision notre planète. Et pour cela, de développer d'autres modèles de recherche autour de la composition de l'atmosphère.
L'Agence spatiale européenne s'apprête à mettre avant l'an 2000 un nouveau satellite sur orbite, Envisat, dont la mission durera 5 ans. 10 mètres de hauteur, 26 mètres d'envergure. Envisat est un poids lourd dont le lancement sera assuré par Ariane 5. Cet appareil est une version plus perfectionnée des satellites ERS-1 et ERS-2. Les radars d'observation seront capables d'analyser plus rapidement la nature précise des sols et les modifications qu'ils subissent. Ils couvriront également des zones plus grandes à chaque révolution, permettant par exemple de surveiller en continu le développement d'un cyclone ou d'une tornade. D'autres instruments analyseront la couleur des océans. Ils en déduiront les variations de température des masses d'eau, mais aussi les concentrations de plancton, indicateurs de la richesse biologique des eaux. Des instruments de mesure de l'atmosphère permettront de mesurer en continu sa composition exacte. Les nuages, la vapeur d'eau seront également analysés, ainsi que la nature et l'intensité des radiations solaires. Les années 2004 et 2005 verront l'avènement d'une nouvelle génération de satellites, plus petits et dédiés à des tâches spécifiques. Ces anges gardiens, au regard perçant, à l'affût du moindre dysfonctionnement de la machine planétaire, veillent inlassablement sur notre avenir. Et nous voici de retour à l'île de la Réunion avec Jacques Durieux. Ici sur le piton de la Fournaise, on s'approche maintenant, j'allais dire, du lieu de l'éruption, le cœur de l'action. Voilà, nous sommes sur le bord de l'éruption. Devant nous, il y a ce nouveau cône qui fait maintenant 60 mètres de haut. Nous sommes là maintenant sur une coulée de lave fraîche. Quand on marche dessus, on a l'impression en fait de fouler du verre-pied. Tout à fait, la surface de la lave est vitrifiée, c'est coupant comme du verre. C'est la raison des gants que nous portons. Ah d'accord. Si on trébuche, on ne s'entaille pas les mains, il faut se protéger, puis ça coupe très fort, ça coupe aussi les chaussures. La respiration commence à devenir difficile, Jacques, là où nous sommes. Là, on met les masques, C'est quel type de gaz qui se dégage? C'est du soufre. La coulée de lave qui sort du cratère passe sous nos pieds. Elle se dégaze au passage. Et sa chaleur et ses gaz nous sortent devant nous. La coulée passe sous nos pieds, donc il ne faut pas que ça s'effondre. Il y a un risque d'effondrement du plafond? Il faut être très prudent. Ici, on est vraiment sur la voûte du tunnel et les fumerolles marquent la voûte de ce tunnel. Voilà, là on est bien. On va mettre les casques. Alors, il y a une chose à savoir. Dites-moi. Lorsqu'il y a une explosion, si des lambeaux de lave sont projetés vers nous, on s'arrête, on lève la tête vers le haut, on regarde ce qui se passe et on les laisse venir vers nous. Et à la dernière minute, essayer de s'écarter du lambeau qui peut nous retomber vers nous. Bon. Je peux toujours me réfugier derrière vous, Jacques. Je suis pas bien épais, hein. Oui, mais ça me fera toujours bouclier, hein. Toutes ces pierres sur lesquelles nous marchons sont autant de projections depuis le début de l'éruption. Voilà, ce sont des lambeaux de lave et ces lambeaux accumulés au départ sur des très très grosses fontaines ont monté ce cône qui aujourd'hui fait 60 mètres de haut. Voilà, on arrive au bord tout doucement. Toujours rester bien attentif, je suppose. Toujours attentif. Voilà, on peut encore monter 1 mètre. Oh, la chaleur commence à... Voilà. C'est prodigieux. La chaleur violente, on est vraiment au bord du lac de lave. C'est ici que sort cette lave qui remonte du cratère. C'est incroyable. Donc là, nous sommes à la verticale de la cheminée. Il y a ce magma qui remonte directement de profondeur, c'est bon. C'est insensé la puissance. Chaque j'allais dire, micro-éruption projette une vague de chaleur presque insoutenable. Voilà. Attention là maintenant.
Oui, ce qui se passe, c'est que les... Attention, c'est bon. Oula, c'est fabuleuse. Hein. Attention là, voilà les grosses vagues de lave. Ce sont des grosses bulles de gaz qui viennent d'éclater en surface de ce lac. Et là, vraiment, on est face à la naissance de la Terre. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Attention. Attention, là, pas loin. Il n'y a rien pour nous. Il y en a une qui est tombée à 1 mètre de moi. Hein. Ouais. Non, là, c'était bon. Ouais. Attention là maintenant. Bon, ça augmente un peu, peut-être qu'on va faire demi-tour. Oui. On essaiera de revenir peut-être, mais là, comme les explosions augmentent un petit peu d'amplitude, on va redescendre prudemment. Donc on va aller rejoindre peut-être Nicolas Villeneuve qui lui fait justement les analyses de la lave. Oui, voilà, Nicolas est plus bas sur une coulée de lave. Là, il fait des mesures de température. Le paysage est étrange. Et puis habité par des hommes étranges. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, eh bien c'est Nicolas Villeneuve, 25 ans, qui travaille au volcan depuis le début de l'éruption. Je m'occupe de faire des prélèvements et de faire des mesures de température. Et que donne alors cette mesure de température ici? Et bien là, il fait bien chaud déjà ici et plus près, il fait quand même à l'intérieur de la lave 1163 degrés. Alors en fait, ce qui veut dire qu'entre ici et la lave elle-même, il y a un moment où on ne peut plus humainement approcher. Il y a un véritable mur de la chaleur. Ici, bon, nous sentons que c'est chaud, mais c'est pas extraordinaire. Si on s'avance de quelques mètres, on sera très vite bloqué par un mur de chaleur qui fait que humainement, c'est plus faisable. Mais c'est quoi? C'est une question de mètre en fait. Allez, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on peut relativement bien s'approcher. Ah oui, vous voyez la limite c'est ici. Là, tout à fait. Ah là, je sens que si je... Aïe, oui, d'accord, ok. Bon, je n'insiste pas. La température, c'est important, je suppose, pour vous, mais ça amène quelle réflexion, en fait, sur la lave? En fait, la température est un additif à tous les prélèvements qu'on fait. On a besoin de faire ensuite des analyses chimiques et physiques sur ces laves, et on a besoin de savoir à quelle température on a pris ces laves. Ah, donc en fait, vous faites des prélèvements également Oui, tout à fait. Et justement, j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider, et si ça vous dit, j'ai de quoi vous vêtir. Vous savez, j'ai déjà, avec Jacques, été au bord de la marmite. Je peux bien maintenant prendre une petite cuillère de cette lave qui est vraiment impressionnante. On a vraiment plus l'impression d'être sur Terre, en fait, hein, très sincèrement. C'est une terre nouvelle. Oui, ou les premiers temps de l'humanité, en tout cas. Voilà, c'est ça. Bon, mais écoutez, on va s'équiper, on va se préparer pour faire ce prélèvement. Mais auparavant, je vous propose de partir en Arctique. Là-bas, des scientifiques essayent de déterminer où se trouve exactement le pôle magnétique. Car celui-ci se déplace régulièrement. La dernière mesure ayant été faite il y a 4 ans, il est important pour eux de savoir où il se situe aujourd'hui. D'abord pour la navigation maritime, mais également plus précisément pour savoir où en est exactement le fonctionnement interne de notre planète. Resolute Bay, dernière station polaire du Grand Nord canadien, début juin 1998. Un géologue minier français, Jean-Jacques Orgeval, vient d'arriver à la tête d'une expédition scientifique internationale. Il a ramassé des cailloux, établi des cartes, trouvé des mines aux 4 coins du globe. Aujourd'hui, Jean-Jacques Orgeval vient vérifier où se trouve le pôle nord magnétique, celui qu'indiquent les boussoles. Pour s'orienter, tout navigateur a besoin de connaître sa position. Il est pour l'instant à 1000 km du pôle nord géographique, plus au sud, quelque part sur la banquise. Mais il remonte d'environ 15 km par an. Pour aller sur la banquise, il faut se dépêcher. La météo n'est pas optimiste. Les températures flirtent avec le zéro. Voilà les températures. Zéro est de bleu. Nous sommes à Resolute ici, en bas de l'île, juste à la partie sud de l'île Cornwallis Island. Nous allons faire ce trajet pour aller directement sur LF Ringes Island. Le point de notre camp va être ce point rouge ici. Et nous allons faire les mesures pour le magnétisme tout autour de cette île, dans cette partie-là, sur la banquise, sur cette partie de l'océan Arctique, sur la partie ici, de la mer, et une partie sur l'île. Voilà. 270 miles. 270 miles. 270 000.
de distance. Okay. Now there's already 6 drums of fuel for Et on vous a déjà posé 6 bidons de carburant pour l'avion. Ils vous attendent là-bas. Le chef d'escale a l'habitude. Resolute est la plaque tournante de toutes les expéditions. Les pilotes ont assez de carburant pour se rendre sur les lieux, un ancien campement météo abandonné, mais pas assez pour rayonner tout autour. En plus, il ne faut ni neige, ni pluie, ni blizzard, ni brouillard. Il faut pouvoir utiliser les skis sur la glace et les roues sur la terre ferme. Et il faut le soleil. Sans lui, impossible de trouver le nord géographique, indispensable pour calculer la dérive du pôle magnétique. Ça, c'est la météo de ce matin, 5 heures. Vous voyez qu'on a low pressure, high pressure, high. On a un système qui tourne. Et on a un système qui tourne qui nous amène une ligne de nuages et de froid entre les deux. Frozen, brouillard, risque, neige, cloudy, enfin, il y a tous les mots clés qui font qu'il est impossible d'y aller. Alors, on a décidé la chose suivante. On avait 2 paramètres à notre projet. Le premier paramètre qui est le magnétisme avec Larry au sujet de la poursuite de ce pôle. Le deuxième paramètre avec Baruch qui est le prélèvement d'échantillons de glace et d'échantillons de particules d'air en surface. Alors, nous allons décider et modifier notre schéma. On va ici sur l'ice cap. On va se poser à 2000 mètres d'altitude sur la montagne tout à fait en haut. Donc il va falloir être très bien couvert et avoir tous les vêtements pour résister à cette zone. Et on va faire le forage ici aujourd'hui. Aucune des expériences prévues par Jean-Jacques Orgeval n'aurait pu justifier à elle seule une telle entreprise. Le matériel est trop important, les distances gigantesques, les déplacements acrobatiques. Pour les prélèvements de l'île Devon, l'avion se pose à ski sur le sommet d'un glacier, à près de 2000 mètres d'altitude, le temps de déposer toute l'équipe et ses instruments pour revenir les chercher en fin de journée. Le temps ici est splendide. Ciel dégagé, pas de vent. Il faut qu'on arrive jusqu'à la couche de glace. Il faut traverser la partie de neige accumulée, en particulier par le vent, puisqu'on est au sommet du glacier. Là. Le carottage va nous servir à étudier la présence d'éléments dans certaines strates. La neige, en s'accumulant, enregistre à la fois de l'air du passé et un certain nombre d'éléments qui ont été présents à ce moment-là dans l'atmosphère. Donc notre ami anglais va ensuite isoler par tranche des échantillons et faire en particulier des études isotopiques du soufre. Alors pourquoi le soufre? Parce que c'est un agent qui est véhiculé par tous les problèmes d'industrie ou de volcanisme et qui circule à la surface de la Terre, mais qui ici est piégé dans cette matière. On ne creuse pas très profond, 9 mètres maximum. C'est suffisant pour obtenir, en couches successives, la glace des 30 dernières années. Pour faire bon poids, Baruch Spiro récupère aussi de la neige fraîche. Pour comparer la neige d'aujourd'hui avec les échantillons qui sont plus anciens. Après l'île Devon, les expériences vont être redoublées sur la calotte glaciaire de l'île Ellesmere, la plus nordique de toutes les îles canadiennes.
Il n'y a pas de soufre volcanique ni de soufre marin au pôle, uniquement du soufre atmosphérique. Question, ne serait-ce pas par hasard ce fameux soufre rejeté depuis les années 70 par les usines des pays industriels? Pour comparer, Baruch Spiro s'est fait prêter la machine qui a analysé la teneur en soufre de l'air de Barcelone depuis les 30 dernières années. L'air vient dans ce tuyau et après l'air continue dans un piège oxydante qui va récupérer le soufre dioxyde qui est dans l'air. Et j'espère pouvoir mesurer la quantité et si possible aussi la composition isotopique, c'est-à-dire la teneur de soufre 34-32 qui nous donnera une indication de la source de ce soufre. En participant à la mission, chacun sait bien qu'il donne aussi la main à une autre entreprise. Jean-Jacques Orgeval, atteint d'un mal invalidant qui s'attaque aux articulations, la polyarthrite, cherche également à soutenir et promouvoir, au besoin par l'exemple, une association d'aide à la recherche médicale dans ce domaine. Participer dans ces conditions à une mission de cette importance n'est pas rien. La diriger encore moins, même si Marie-Annick, son épouse, fait partie de l'expédition, prête à toute éventualité médicale. Larry Newitt, familier des expéditions polaires, sait bien que, même s'il fait encore beau, le temps peut changer d'une heure à l'autre. La réussite de sa campagne de mesure de la dérive du pôle magnétique dépend de ce que les analystes météo vont trouver sur leurs écrans. Andrei Belenki a justement fait son service militaire dans la météo. Il ne se fait pas d'illusions, ça sera dur. On veut aller ici, ici et ici. Larry, c'est possible, tu crois? Il y a toujours des nuages là-haut. D'un autre côté, tu as déjà laissé des marques au sol. Ça pourrait plus ou moins aller. Partira, partira pas. En attendant l'accord définitif du chef d'escale, et puisqu'à Resolute, le soleil brille encore, on vérifie instruments et procédures. La première partie du travail est donc d'abord de repérer notre point par rapport à un point relatif qui va nous servir de référence. Ensuite, on va calculer tous les problèmes de déclinaison dans le plan horizontal. Ensuite, on se mettra dans le plan vertical pour avoir l'inclinaison. Et la dernière manipulation, ça va être de situer tout cela par rapport au nord vrai. Ok, Nicolas. 7 degrees, 3.0 minutes. 58,244. Vertical. Yep. 55. 28.9. Donc on lit les mesures et on fait 4 mesures, donc 2 à droite, 2 à gauche, de façon à compenser les erreurs dues à l'appareil. Voilà l'enchaînement des opérations qu'on doit effectuer et qui durent à peu près 1h30. Cette carte est une carte qui a été faite par Larry. C'est la carte de la déclinaison magnétique du Canada. Elle a été faite en 95, à la suite des travaux de Larry, ici, en 94. C'est grâce aux mesures qu'il a effectuées qu'il a fait la correction de la carte de déclinaison magnétique du Canada. Alors Larry, tu peux l'expliquer que... J'ai noté que toutes les lignes de déclinaison magnétique égales se dirigent vers le pôle nord magnétique. Et c'est pourquoi je veux connaître précisément la position du pôle nord magnétique. Lorsque ce point se déplace, l'ensemble des courbes se déplace. Oui, exactement. Et donc il faut refaire une mise à jour de la carte. En attendant, l'avion n'a que son GPS pour se guider et la boussole ne sert strictement à rien. Elle indique n'importe quel nord. En fait, elle indique bien le nord, mais à condition de la mettre sur la tranche pour lui laisser désigner le nord magnétique là où il est, juste en dessous. Privés de repères, les pilotes essaient d'apercevoir, sous la brume, l'ancienne piste où ont été déposés les bidons de carburant. Sans eux, impossible d'aller sur les 8 points de banquise où doivent être faites les mesures. De toute façon, la banquise fond à une vitesse dangereuse, avec plus d'1 mois d'avance sur les années normales. Ce qu'on espère, c'est le trouver, mais pour l'instant, c'est assez mal engagé, parce que
le brouillard est vraiment collé contre la mer. Et même déjà pour atterrir, on va avoir beaucoup de mal parce que on est à peu près à 20 mètres et on ne voit pas. Donc voilà, on aperçoit maintenant, mais c'est juste. Hein. Et le problème, c'est de trouver la piste pour être sur l'île. Là, on est vraiment très bas et le brouillard est pratiquement collé contre la mer. Voilà, là, on est à 5-6 mètres. Ils n'ont pas trouvé la piste. La Réunion 8 ne pourra pas faire ces mesures et c'était la dernière tentative possible. Il n'y a plus qu'à remonter au-dessus du brouillard, faire enfin un point au théodolite et retourner à Resolute. On a du mal à imaginer tout ce qu'il faut réunir pour une expédition scientifique. L'argent, le temps, les hommes, les idées, les instruments, les machines, et en plus au pôle Nord, une météo favorable. À quelque chose, malheur est bon. Avec ce redout, la banquise va fondre complètement et lorsqu'elle gèlera à nouveau, ce sera une vraie patinoire bien lisse. Un régal pour les avions quand les mesures du pôle magnétique reprendront, dans quelques mois, en avril 99, pour mesurer sa progression. Normal que le Canada tienne à surveiller le déplacement d'un citoyen aussi remuant, car le pôle magnétique est toujours canadien. En tout cas pour l'instant. Mais s'il continue à filer vers le nord, dans une centaine d'années, il va se retrouver de l'autre côté de l'océan Arctique, chez les Russes. Et ce sera leur problème. En espérant que ce ne soit qu'un au revoir. Soyez les bienvenus en île de la Réunion. Avec Nicolas Villeneuve, nous allons maintenant procéder dans ces nouveaux mondes à un prélèvement de lave. Je vous assiste, je porterai le seau d'eau de façon à pouvoir donc figer cette lave le plus vite possible. Au plus vite. D'accord. Très bien. Donc, il faut mettre le chapeau. Allez, venez avec moi. Je vous suis. La température augmente énormément. Ah oui, c'est de la fraîche, ça. Ah oui, là, il faut que ça soit le plus liquide possible. Oui. Donc attention, ça va bouillir. C'est bon, on peut y aller. Et ça boue énormément. C'est une bonne méthode pour faire de l'eau chaude. Il nous manque plus que les sachets de thé. Si ça vous a plu, je vous propose à votre tour et vous essayez. Ah bah écoutez, avec plaisir. Allez-y. Donc, prenez là la plus liquide possible. Et on va la ramener comme ça, elle nous servira aussi. Donc. Voilà. Attention, c'est très chaud. Éloignons-nous parce qu'il commence à faire un peu chaud. Oui, c'est vrai que la température augmente même avec la protection. On dépasse certainement les 50 degrés à l'intérieur de la combinaison. Il fait une chaleur. Alors c'est sûrement extraordinaire parce que ça continue de bouillir. Mais elle est encore très chaude, hein, parce qu'elle a été prise à 1100 degrés, ça met en ébullition directement l'eau. Et alors là, en fait, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on va empêcher à l'air d'agir avec son pouvoir oxydant. De ce fait, le cristal ne va pas se développer et la lave va rester dans l'état dans lequel on l'a prélevé, comme quand elle était liquide. Alors que là, on a la lave qui refroidit naturellement et on pourra faire des comparaisons entre les deux. D'accord, donc en fait, ici, l'état de la lave est en train de changer. Oui, absolument. Alors qu'ici, vous la préservez. On essaie de la bloquer, bien sûr. Et ces observations ne se font pas sur le terrain, je suppose? Non, du tout, ça se fait à l'observatoire et à l'université. Vous voulez pas que je vous aide, Nicolas, à porter votre seau? Non, ça ira très bien, je vous remercie. Vous êtes habitué, je suis. Faites vous attendre. On en a pour 3 quarts d'heure là de marche à peu près. Ça me met à mon niveau quand même. Que se passe-t-il
passe-t-il à ce stade-ci de votre observation? En fait, à partir de maintenant, on va décider entre faire de la chimie et de la cristallographie. Et tout ce qui est étude des cristaux va se faire à l'Université de La Réunion. À partir d'un échantillon comme celui-ci, on fera une lame mince qui en fait passera au microscope, qui n'est pas plus grosse que ça, et qui nous apprendra quelle est la quantité de cristaux et quelle est la nature des cristaux qu'on a ici. Parallèlement, ces échantillons partiront demain soir avec Jean-Louis vers la métropole, où on aura une analyse chimique à l'IPG. Alors, le fait de déterminer le pourcentage de cristaux dans la lave, ça vous aide à savoir quoi? En fait, l'analyse chimique et l'analyse cristallographique servira à savoir le dynamisme du volcan. Est-ce qu'il y a des réservoirs sous le volcan plus profondément? Est-ce que ces réservoirs sont nombreux ou uniques? Et comment est alimenté le volcan? Je vais vous laisser travailler. Vous connaissez Jacques Picard? Absolument, il y a toujours des millions de choses à nous raconter. Oui, il paraît qu'en effet, ici, à l'île de la Réunion, c'est véritablement la mémoire du volcan du Piton de la Fournaise. Je vais maintenant le retrouver. Je vous présente Jacques Picard, un ami de longue date, mais aussi pour moi, la mémoire vivante du volcan. Bonsoir. Vous venez souvent comme ça quand il y a une éruption au bord de la lave? J'essaie de venir souvent, oui. Mais avec toujours la même émotion? Toujours la même émotion. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu une éruption? La première fois, ça donne le frisson, on a peur, on a envie de partir, et puis on a envie de rester. Comme ce soir, on a peur, on a envie de rester. Et ça fait une drôle... La première fois, ça fait drôle après. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est toujours entre la peur et la fascination, voilà, en fait. Hein. On a les deux ensemble. Ouais. Ça vous marque à vie, si vous voulez. Ça vous marque au fer rouge. Depuis ce jour où vous avez vu votre première éruption, il y en a combien qui ont émaillé votre vie jusqu'à ce jour? Ben écoute, depuis que je suis au refuge, au gîte du volcan, ça fait la 33e éruption. 33e éruption. Oui. Et comment les Réunionnais voient leur relation avec le volcan? Pour nous, le volcan, c'est toujours un tabou, c'est toujours le diable et tout ça. Ah oui, ça reste encore... ça reste encore. Ah donc il y a des légendes qui restent encore autour du volcan? Il y a encore des légendes qui restent autour du volcan. Comme par exemple? Ben écoute, si vous voulez, par exemple, mes parents, ma mère, elle pourrait jamais venir ici parce que c'est le diable, il ne faut pas y aller. Et nous, quand j'étais petit, il y a le vieux Alfred Picard qui disait, mes enfants, je ne peux pas vous emmener parce que c'est le diable, c'est l'enfer. Figurez-vous, là, il fait nuit, vous êtes perdu au volcan, et puis pas savoir pas trouver la sortie du pas de balcon, vous allez dans tous les sens. Et comme c'est de la lave qui coupe comme un rasoir, vous tombez et ça vous écorche et vous mourrez. Vous avez l'impression que c'est un peu votre volcan ou pas? Oui, à vrai dire, oui. Mais c'est notre volcan, c'est à tout le monde, mais en particulier, celui qui aime comme moi. Et puis là, je suis à côté. Et puis, de temps en temps, le soir, je tends une oreille pour voir s'il n'a pas repris ou s'il a calmé. Oui, c'est ça. En fait, vous veillez en quelque sorte sur lui aussi, d'une certaine manière. Oui. Ah. Je vous sers un petit coup à boire. Ah, petit coup de sec. Ici, dans cette partie du monde, un peu de rhum au bord du volcan, c'est pas mal. Hein. Non, mais je reste dans l'ambiance. Hein. Oui, à votre santé, la santé du volcan. Santé, la santé du volcan. Oui, la santé du volcan. Ah, c'est un fameux rhum, hein. Ah oui, ça c'est fait exprès pour c'est mieux encore que le cratère sur lequel on est allé avec Jacques. C'est fait exprès pour les mauvaises soirées. Ah oui, je comprends bien. Alors là, le diable, il est parti depuis longtemps. Hein. Jacques, puisque nous parlons de la peur générée par le volcan, il y a une peuplade en Amazonie, les Yanomami, qui existent toujours, qui sont relativement d'ailleurs protégés du monde moderne, et qui ont plus ou moins peur de nous. Et on les comprend d'ailleurs, puisque en étant en contact avec eux, on leur apporte pas mal de nos maladies. C'est pourquoi un médecin a décidé de s'approcher d'eux et de leur apprendre peu à peu les rudiments de notre médecine moderne, afin justement de les sauver, eux, de nos maladies à nous. San Gabriel da Cachoeira, une petite ville d'Amazonie. La dernière avant des centaines de kilomètres de forêt tropicale.
c'est Jacques Istria, docteur Jacques comme on l'appelle ici. Depuis 1994, ce médecin pas comme les autres mène au Brésil des actions de santé sur le terrain. Il surveille plus particulièrement l'évolution d'une tribu d'Indiens de Haute-Amazonie. C'est à la Casa do Índio, la maison des Indiens, que le docteur Jacques retrouve ses patients, des Yanomami. Victimes de contact avec la civilisation dont ils ne contrôlent pas toujours les conséquences, les Yanomami connaissent aujourd'hui de graves problèmes. Ceux qui sont à la Casa do Índio ont été évacués de leur village pour raisons sanitaires. Ils vont rester ici plusieurs semaines. Certains attendent d'être soignés à l'hôpital militaire de San Gabriel, le seul de la région. D'autres ont été traités. Ils attendent de pouvoir rentrer dans leur village. Et pour rejoindre ces villages, c'est toujours une expédition. Une expédition de plusieurs centaines de kilomètres à travers l'enfer vert amazonien. Première étape, une piste défoncée par les pluies tropicales. Après la piste, une rivière, le Rio Kawaburis, la seule voie d'accès au village Yanomami. À bord d'une pirogue, on embarque tout un chargement. Des médicaments bien sûr, mais aussi des vivres, des biens de première nécessité et de l'essence, beaucoup d'essence, car le voyage sera long. Les Yanomami sont loin de tout. Résultat, ils vivent dans un grand état d'isolement. Dans la région, c'est le seul peuple qui en fait a un contact très récent, qui est dans les terres, donc qui est resté très isolé. Il ne vit pas au bord du Rio Negro, par exemple, dans lequel se jette le Rio Kawaburis. Et donc c'est un peuple, par son histoire et par ses contacts récents et par sa situation géographique, qui est un peuple qui est resté complètement en dehors des possibilités de soins. Et des soins, les Yanomami en ont besoin. Maturaka, l'un des 7 villages dont Jacques Istria surveille l'évolution. En 15 ans, tout a beaucoup changé ici. Des maisons individuelles remplacent aujourd'hui les anciennes habitations collectives. Les trocs avec les chercheurs d'or brésiliens et les missionnaires, ainsi que des séjours de plus en plus fréquents à San Gabriel, fournissent vêtements, machettes et armes à feu. Mais ces contacts avec l'extérieur ont aussi des conséquences dramatiques. Première tournée d'inspection sanitaire à Maturaka pour le docteur Jacques et Irène Delaunay, une infirmière à la retraite qui l'accompagne bénévolement depuis la première expédition de 1994. Il est fatigué. Oh, il est pas bien. Première tournée et première constatation, la situation sanitaire ne s'est pas améliorée depuis leur dernière visite. C'était il y a moins d'1 an. La dysenterie, une maladie mortelle qui provoque de graves diarrhées hémorragiques. Mais ils sont fatigués. Comme beaucoup d'autres ici, cette maladie est directement liée à des conditions d'hygiène précaires. La conséquence directe des changements trop rapides du mode de vie des Yanomami. Là, il y a 360 personnes dans un même village, ce qui n'existe pas normalement chez Yanomami. La sédentarisation, donc des lieux où s'accumulent les déchets, où s'accumulent aussi les coins où l'on va faire ses besoins, déféquer, uriner. Alors qu'avant, le semi-nomadisme permettait un recyclage de tout ça. Et donc le milieu de vie était beaucoup plus sain. Là, le milieu de vie, par le confinement et la sédentarisation, fait qu'il y a des problèmes d'hygiène beaucoup plus importants qu'avant. Et le petit mangeait tout à l'heure du manioc, alors que ce manioc est par terre, tu vois. Donc ça, c'est clair que tant qu'on n'arrivera pas à faire comprendre certaines notions basiques d'hygiène, il y aura tout le temps ce type de problème de diarrhée, etc. En plus des diarrhées, il y a aussi la grippe, la malaria, les infections respiratoires chroniques. Et depuis quelque temps, les cas de tuberculose augmentent. Les plus touchés, les enfants et les vieillards.
Pour lutter contre ces maladies, le docteur Jacques a obtenu des autorités brésiliennes l'ouverture d'un centre de soins situé juste en face du village de Maturacá. Grâce à ce poste, il est possible d'assurer une présence médicale permanente sur le terrain. De plus, détail important, les médicaments sont maintenant stockés ici, bien à l'abri de l'humidité. Une vingtaine de patients consultent chaque jour le docteur Jacques, mais cela n'a pas toujours été le cas. Au début, vu que je n'étais pas trop habitué aux bénéfices qu'il pouvait avoir d'un traitement, on va dire, moderne ou du blanc, il n'y avait pas d'adhésion à ça. Donc c'est vrai que lorsqu'on avait ouvert un petit poste de soins à côté, en attendant que ce poste de soins soit construit, il n'y avait pratiquement pas de personnes qui venaient consulter. Donc on allait tous les jours, dans chaque case on passait, et il fallait chercher les gens. Des fois il y avait des gens qui étaient restés au fond du hamac très très mal, et il fallait regarder dans les cases. Aujourd'hui, Jacques et Irène traversent toujours le fleuve et continuent leur visite à Maturacá, mais à un rythme moins soutenu. Ces visites permettent de recenser les nouveaux cas de tuberculose pour enrayer l'épidémie. Mais elles ont aussi un autre but, donner confiance aux Yanomami dans une médecine qu'ils ne comprennent pas toujours, mais dont ils savent qu'elle leur est nécessaire. Leur faire prendre aussi conscience de la nécessité de se rendre librement au centre de soins. On voudrait essayer qu'ils soient moins assistés en les faisant venir, en les responsabilisant des parents pour qu'ils amènent leurs enfants ou qu'ils se soignent eux-mêmes. Mais on a intérêt quelquefois à faire un tour de village dans la semaine, une ou deux fois par semaine. On a fait 2 cases depuis qu'on a commencé, et dans chaque case, il y en a 3, 4 qui vont demander des soins. Et ça va être comme ça à chaque case. Il y a à peu près 70 ou 80 cases. On n'est pas sorti encore. À la fin de la journée, environ 20 patients dans un état grave sont repérés. 4 d'entre eux sont certainement atteints de tuberculose. Autre fléau ici, la dénutrition. Le manque de nourriture provoque des carences graves. Cette femme n'a plus de quoi allaiter ses 2 bébés. Ils sont dans un état critique et il faut agir vite. Mais comment faire quand on est loin de tout et qu'un produit aussi banal que le lait manque? Il est délicat. Il est un peu sous-alimenté. C'est Mario, un agent de santé qui a remarqué pendant une tournée de soins l'état préoccupant de ces 2 nouveau-nés. Mario est un Yanomami formé à la médecine moderne. Il représente le lien indispensable entre la médecine des Blancs et les malades du village. Pour le docteur Jacques, les agents de santé sont un rouage essentiel pour planifier avec succès des actions sur le terrain. Là vous avez 2 agents de santé. Salvador, qui est de Maturacá, Savio, qui est de Ariabou. Alors Savio, c'est plus ancien, on a travaillé ensemble depuis 1995. Ce que je veux bien, ça c'est très important pour ce type de système de santé, pour que ça, c'est un peu passé par les agents de santé. C'est le futur, et c'est grâce à eux que tout peut fonctionner, s'améliorer et avoir une viabilité. Pour être opérationnels, ces agents suivent une formation qui tient compte des particularités des Yanomami et de leur représentation de la maladie. Le plus difficile, faire comprendre aux malades la nécessité de suivre un traitement de manière régulière. Au poste de soins, c'est Irène qui gère la distribution des médicaments. Tout cela fonctionne exactement comme dans une pharmacie. Ça, ce sont des petits cartons qu'on récupère sur les emballages pour faire les ordonnances pour les agents de santé. Donc il y a là-dessus la date, le village, le nom de la personne, la posologie, bien détaillée. Ariabou, le village voisin de Maturacá, 7 h du matin. Savio, l'agent de santé, entame sa tournée de distribution de médicaments. Cette mission, il l'effectue tous les jours. À l'heure actuelle, Savio est capable d'identifier une maladie de façon précise à partir des symptômes du malade et de lui donner un traitement approprié. Exactement comme avec ce petit garçon qui souffre de diarrhée chronique. À terme, lorsque la mission de Jacques Istria sera terminée,
les agents de santé prendront le relais. Ils seront en principe capables de gérer les problèmes sanitaires des villages en l'absence du médecin. Pendant ce temps, au poste de soins se tient une réunion. Tous les Tuchawa, les chefs de village, y assistent. Le but de cette rencontre, évoquer ensemble les problèmes d'hygiène dans les villages, essayer d'améliorer les actions sanitaires et le travail des agents de santé sur le terrain. Au cours de ces réunions, chacun s'exprime librement. C'est là que réside toute l'originalité de la démarche du docteur Jacques. Pour lui, guérir les Yanomami dépasse le niveau médical. Pour réussir, il faut connaître tous les aspects de leur mode de vie et de leur tradition. Et ces traditions sont toujours intactes malgré les récents bouleversements socio-économiques qu'ont connus ces Indiens. La spiritualité est omniprésente chez les Yanomami. Chez eux, tout existe, tout vit grâce aux esprits. Des esprits qu'ils n'oublient jamais de célébrer. Et le gardien de ces croyances, c'est le chaman, un personnage très important dans la société Yanomami. C'est lui qui assure les rapports entre le monde réel et le monde des esprits. Le rôle d'un chaman, c'est de protéger le village contre des attaques spirituelles qui sont soit des esprits de la forêt, des esprits maléfiques, soit des esprits envoyés par des chamans ennemis, d'autres villages historiquement ennemis. Donc il y a ce rôle de protection, de prévention, et puis il y a ce rôle aussi de soins, de thérapie. Pour soigner et guérir, le chaman invoque les esprits. Grâce à la parika, une drogue très puissante qu'il inhale, il entre en transe pour dialoguer avec eux. Et ce dialogue dure parfois des heures. À terme, les esprits donnent au chaman la solution pour ramener ceux qui souffrent à des dispositions plus favorables. Étudier ce mode de guérison est capital pour le docteur Jacques. Ça m'apprend surtout à connaître la façon de penser Yanomami, le monde Yanomami, leur représentation de la maladie, et ça m'aide beaucoup pour les messages à faire passer, notamment aux agents de santé. Alors ces messages m'aident à trouver des passerelles entre ce que nous on souhaite que l'agent de santé fasse, ce qu'on souhaite qu'il comprenne. Et donc ça permet d'avoir des référents qui fonctionnent. Des référents bien loin de notre médecine moderne. Et pourtant, c'est uniquement en comprenant et en respectant les traditions des Yanomami que Jacques Istria pourra réussir son programme de santé ici. Il en est persuadé. Sa médecine à lui guérit le corps, mais elle n'est pas efficace sans guérison des âmes. Ça, c'est le rôle du chaman et la croyance des Yanomami. Absolument prodigieux. C'est exceptionnel. Nous sommes toujours sur l'île de la Réunion, sur le piton de la Fournaise avec Jacques Durieux pour ces nouveaux mondes. Et depuis le début de cette émission, Jacques, on passe d'émotion en émotion. Après avoir été au bord du cratère, nous voici face à ce que moi, en tout cas, dans mon vocabulaire, je pourrais appeler un geyser incandescent. Tout à fait. C'est un vrai geyser de lave. Et bon, le volcan est prodigue d'émotions aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que la voûte du tunnel que nous avons traversé s'est rompue. Le lac de lave dans le cratère principal visiblement descend, il se vidange, il y a une espèce d'effet siphon
siphon. La lave sort par cette voûte brisée, donne naissance à ce geyser où la lave est projetée par des gaz. Ça forme ce très très beau parapluie de lave. Il y a un jet de gaz qui relance ces grands lambeaux très fluides. On a la lave très fluide, très chaude, la plus chaude du volcan aujourd'hui, et qui nous offre un spectacle magnifique, qui construit un petit cône qui s'effondre de temps à autre. Est-ce que ça veut dire que cette espèce de masse de lave que nous regardions d'en haut est en train de se vider par cette brèche? En partie. Le lac de lave que nous avions vu, qui était dans le cratère, est descendu. Il est redescendu dans le cratère, il s'est mis au niveau. D'accord. Donc les deux, c'est les vases communicants. Ce sont deux vases communicants, ils se sont équilibrés, cela ressort ici. On a un petit lac de lave qui est brassé par ces gaz et la lave qui déborde, qui rayonne tout autour. C'est un verre. Oh là, regardez, la paroi vient de s'écrouler. Voilà. C'est extrêmement instable. Ces parois sont construites sous nos yeux par l'accumulation de tous ces lambeaux de lave qui s'empilent les uns sur les autres. Oui. C'est très chaud, donc ça n'a pas le temps de se refroidir. La lave reste molle, si je peux dire. Puis dès que c'est brassé par ces courants de gaz, par les vagues de lave, donc ça s'effondre, ça se reconstruit. Et toujours est-il que ce phénomène de naissance est vraiment très très beau. Donc en fait, pour le volcanologue que vous êtes, ce phénomène est classique, mais est assez rare. Rare. Personnellement, je n'ai eu la chance que de le voir une autre fois, il y a très longtemps de ça, sur Hawaï, qui est un volcan très semblable au piton de la Fournaise. Et c'est un plaisir et un privilège que d'être là. Par contre, elle est bien vivante derrière nous là. Et du coup, les laves se rapprochent. Je vous propose qu'on parte pour s'en éloigner. Je préfère. Ici, on est en fait sur le cratère principal, c'est ça? Nous sommes exactement au milieu du Dolomieu. Le Dolomieu qui est le cratère principal, qui est le cratère qui est au sommet du piton de la Fournaise. En fait, quand on est comme ça dans un paysage lunaire, on le dit depuis le début de cette émission, c'est de penser que, alors qu'ici il n'y a que désolation autour de nous, le volcanisme ait pu être à l'origine, entre autres, de la vie sur Terre. Je crois que nous devons beaucoup aux volcans. Maintenant, les volcans ne sont pas uniquement créateurs, ils sont aussi parfois destructeurs, et nous pouvons parler parce que nous sommes à La Réunion. Le maximum d'activité de ce point chaud a eu lieu il y a 65 millions d'années. Pendant 500 000 ans, le point chaud a craché du basalte, des coulées de lave qui se sont pilées les unes sur les autres. Ces coulées de lave ont créé, disons-le, un petit continent qui est l'Inde. L'Inde a été créée par le point chaud sur lequel on se trouve. Tout à fait. Depuis cette époque-là, le triangle indien a remonté vers le nord, dans ce grand balai qu'on appelle la dérive des continents, mais il s'est passé autre chose. Durant la grande éruption, qui a duré 500 000 ans, un énorme panache de cendres était mis en place. Parce que je veux dire, il a dû y avoir un dégagement de gaz. De cendres, bien plus gros que ce que nous avons vu. Ces cendres ont entouré toute la Terre, ont obscurci la lumière du soleil, la végétation a dépéri, et les grands herbivores qui couvraient la surface de la Terre à l'époque sont morts. Donc on peut penser éventuellement que la disparition des dinosaures, pour prendre cet exemple-là, ait pu avoir eu un lien, une corrélation avec ce point chaud. C'est une des deux hypothèses quant à la disparition des dinosaures. Est-ce que ça veut dire que pour l'instant, on est dans une phase, j'allais dire, de réelle bonne santé, qu'on n'a pas à s'en faire de ce point de vue-là? La Terre évolue, la Terre vieillit, en fait elle se refroidit. Les volcans, tels que celui que nous avons vu actif, extrait de l'énergie de la Terre, la rejette vers l'espace et notre Terre se refroidit. Un jour, mais dans bien longtemps, elle sera froide. Le jour où la Terre sera froide, ça sera un astre mort. Nous serons morts aussi. Notre vie dépend très directement de la vie de la Terre. Bon, et ça, c'est prévu pour dans combien de temps? Nous avons le temps. Oui, je ne fais pas de pronostic à... Plusieurs millions d'années, en tout cas. Oui, très certainement. Bon, et heureusement, comme ça, on aura l'occasion certainement de se retrouver très prochainement pour vivre de nouvelles aventures dans les nouveaux mondes. Merci infiniment, Jacques Durieux, de nous avoir suivis, comme ça, guidés pendant toute cette émission à travers ce paysage et cette suite de paysages, parce que les paysages sont très différents ici à La Réunion. Les paysages sont extrêmement variés. Puis en plus, vous nous avez fait vivre d'intenses émotions. Merci beaucoup, et puis à très bientôt sur France 2.